13. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée, le JT 13. À la une, nouvelle agression dans un bus. Un chauffeur a été victime d'injures. Les faits se sont déroulés au Lamentin et en plein jour. Hier, la direction renforce le contrôle dans les transports publics. Un concours de projets innovants. Des entreprises récompenseront le plus audacieux. Le marché de l'entrepreneuriat en Martinique grouille. Beaucoup d'idées, mais peu résistent au marché. Alors le Salon Ose propose de l'accompagnement. Marinette Torpille, organisatrice du salon, sera notre invitée. En Guadeloupe, propriétaire imaginaire, il ne l'était pas sur le papier, pourtant installés depuis des années, ils disent avoir payé leur emplacement et refusent de partir. Température toujours négative en France, la solidarité s'organise. Un propriétaire a ouvert ses appartements vides mais chauffés. Le plan grand froid se met en place dans certaines régions. Et puis le derby Foyalais, hier soir, l'USAC s'impose face au Golden Star, score 70-56. Nous reviendrons sur cette rencontre en fin de journal. Des injures, des agressions devenues de plus en plus insupportables sur cette ligne qui dessert les quartiers Petit Manoir et Acajou. Eh bien, c'est devenu une habitude quand les faits, évidemment, ne sont pas plus graves. La direction, alors, a décidé de renforcer la sécurité et les contrôles. Sanga Fagour, Olivier Nicolas Duclos. L'affiche est bien en vue à l'intérieur du bus. Elle rappelle que la validation du titre de transport est obligatoire. Mais comme le prouve la présence de ces hommes en chemise bleue, elle ne suffit pas à dissuader. On nous appelle, on nous demande de faire une présence sur le secteur pour voir comment ça se passe, si les gens paient le bus déjà, et savoir combien de personnes qui rentrent sans payer, parce que ça arrive. Parce que si nous on tourne sur tout le réseau, il y a des secteurs où ils savent qu'on n'est pas là, donc il y a des jeunes qui vont passer, ils vont peut-être pas payer le bus. Hier, un chauffeur a subi une agression verbale. Il n'avait pas entendu l'arrêt demandé par un usager. Des incidents fréquents sur cette ligne entre Petit Manoir et la Galéria. C'est une ligne difficile. C'est la plus difficile. C'est pratiquement la plus difficile, mais c'est la ligne où on ne paie pas le bus. C'est la ligne où personne ne veut payer. Même les mères de famille, ce n'est pas uniquement les jeunes. Avec des mères de famille, des adultes, qui ne paient pas le bus. Pourquoi vous vous faites agresser si souvent ? Vous avez le fait de ne pas répondre à certaines menaces verbales. On nous agresse vraiment. Toute la matinée, 2 équipes de contrôleurs ont opéré sur la ligne 416, particulièrement calme au lendemain de cette agression. C'est un revirement qui a fait beaucoup jaser dans la classe politique. Le remplacement de Gabriel Lagrancourt par Sylvia Saïd Soutane dans la circonscription du Sud pour les législatives prochaines. Fred Michel Thiraud, président des Républicains de Martinique, est revenu sur ce volte-face ce matin. Il était l'invité de Saoukadi. On l'écoute. Vous vous rappelez que le 17 décembre dernier, notre fédération avait donné une investiture à M. Lagrancourt. Il avait fait acte de candidature après un processus de plusieurs semaines. Le 7 janvier, le jour de notre rentrée politique, il avait annoncé sa candidature devant vos caméras d'ailleurs. Ça s'était passé dans le journal télévisé du 7 janvier dernier. Et puis, pendant le week-end, changement de programme. Il a changé d'avis, puis finalement, il a préféré passer son investiture à Madame Sylvia Saïd Soutane. Ça fait pas joli cette façon de faire. Alors c'est vrai que ce n'était pas tout à fait orthodoxe. En fait, il y a un parallélisme des formes, et c'est ce qu'on a rappelé aux candidats. On ne peut pas en fait faire une passe en retrait à une investiture. On fait des passes en retrait en foot ou en rugby, mais quand une instance, en l'occurrence le comité départemental, délivre une investiture et que le candidat change d'avis, c'est son droit. Ils ont reconnu, si vous voulez, leurs erreurs, leur précipitation à aller dans la presse, dire qu'il y avait un petit peu un changement. Et donc hier, devant le comité territorial, ils ont reconnu leurs erreurs, leurs précipitations, et donc à une large majorité, l'investiture a été donnée à Sylvia Saïd Soutane. De la bourse d'échange à l'agenda interactif. Bref, une dizaine de projets innovants, des start-up pour la plupart, sont présentés par de futurs chefs d'entreprise. Ils répondent à un concours. L'élu bénéficiera d'un accompagnement financier et logistique. Édouard Estrepo et Patrick Janguito. 3 minutes chrono, il y a intérêt à bien maîtriser son sujet. Si les porteuses et porteurs de projets veulent être
Crédibles, éligibles et soutenus pour faire aboutir et rendre opérationnel leur start-up, il faut convaincre absolument. Ces entreprises qui font du digital le cœur de leur action entrepreneuriale et professionnelle, des structures innovantes dans un monde virtuel a priori, mais qui trouvent une application bien concrète dans un univers de performance économique. Les projets étaient globalement intéressants. C'était bien de voir. Les personnes avaient des niveaux d'avancement, donc on a de l'idée qui est franchement à creuser. La plupart des idées tiennent la route. Maintenant, ça va se jouer sur la réalisation. Est-ce que les personnes sont faites pour être chef d'entreprise, qui est un vrai job à part entière? C'est pas anodin. Est-ce qu'ils vont vouloir se battre pour leur idée? Est-ce qu'ils vont pousser jusqu'au bout? Et ça, c'est eux qui ont la réponse. Le temps, c'est de l'argent, dit-on. Alors, pas moyen d'échapper à la présentation d'une idée, d'un projet bien pensé à la vitesse d'un clic. Que les choses soient dites et bien comprises, seuls les projets réalisables seront soutenus pour amorcer l'éventuelle création d'une entreprise. Est-ce que le projet sera retenu? Je ne sais pas, j'espère. Parce que voilà, je suis surtout à la recherche de l'accompagnement et de la rencontre de personnes qui vont pouvoir m'aider à développer ce projet. En Martinique, il y a deux fléaux qui touchent le pays. Il y a d'un côté la vie chère et de l'autre côté le chômage. Donc mon idée, avec Bagayo, c'est de créer une plateforme de mise en relation de biens et de compétences pour permettre aux particuliers une mutualisation des biens et des services pour avoir accès à des biens en payant moins cher. Au lieu d'acheter une perceuse à 100 €, on pourra la louer à 10 € à un voisin. Nous avons toutes nos chances puisque les projets ont été innovants et donc moi aussi, le mien aussi. Donc il n'y a pas de raison. Je crois en mon projet. Il est déjà mis en place, donc il fonctionne déjà. On peut déjà se connecter et prendre des rendez-vous. À cet exercice de pitch, les jeunes porteuses et porteurs de projets semblent bien rodés, mais le jury reste souverain quant à son choix sur le meilleur projet à soutenir. Ce midi, Marinette Torpille, présidente de Martinique Développement, qui organise également ce salon et qui récompensera notamment l'un des projets qui sera retenu. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce salon, c'est le premier du genre. Oui, tout à fait, le premier rendez-vous des entrepreneurs que nous organisons, donc notamment autour de Martinique Développement, mais avec l'ensemble des partenaires économiques du territoire. Alors, un tiers des entreprises en Martinique a une espérance de vie de moins de 3 ans. En quoi est-ce nécessaire d'accompagner de nouveaux projets ? Alors, effectivement, c'est ce que nous avons constaté, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de créations d'entreprises, mais les entreprises ne tiennent pas au plus de 3 ans. Il y en a pratiquement autant qui meurent qui se créent. Et en plus de ça, quand le chef d'entreprise il vit de son activité, il vit difficilement, il ne crée pas d'emploi. Et donc, il y a un véritable problème sur la structuration des entreprises. Il y a beaucoup d'intervenants. Les intervenants au niveau de l'entreprise sont mal connus, méconnus. Il y a beaucoup de des dispositifs aussi méconnus, mal connus. Et nous avons voulu ce salon, c'est pour que tous nos partenaires, tous les partenaires donc du monde économique qui accompagnent, qui financent et qui ont des dispositifs à disposition des chefs d'entreprise ou des créateurs, des porteurs de projets, puissent là, lors de ce salon, présenter donc le panel de tout ce que nous pouvons faire pour renforcer les petites entreprises et les très petites entreprises. Il y a de la place sur le marché martiniquais pour accueillir des entreprises start-up, sachant qu'on a quand même 10 ans de retard aussi avec l'Hexagone déjà. Sur les start-up, oui, il y a de la place parce que il y a aujourd'hui, ce matin, j'étais encore à la CTM et on était en train de réfléchir avec des partenaires, d'autres partenaires publics, à faire un environnement pour faire émerger ces start-up. Une start-up, l'avantage, c'est que quand elle a trouvé le bon sujet à développer, ce sujet peut être développé sur notre territoire, mais aussi ça peut être développé le plus souvent à l'extérieur. Donc, elles ont leur siège ici et elles peuvent développer à l'extérieur. Et je dis, c'est la magie du numérique qui permet effectivement de travailler ailleurs alors qu'on est sur un territoire qui n'est pas obligatoirement une métropole. Mais comment vont-elles résister au marché, sachant que les entreprises classiques n'y résistent déjà pas? Non, c'est vraiment une autre offre, c'est d'autres activités, c'est un autre métier. Donc, on ne peut pas, comme on dit, comparer. Et puisque le marché n'est pas obligatoirement un marché local, mais ça peut être un marché international. Donc, et
Et on est sur de nouvelles demandes parce que effectivement, il y a aussi une mutation en économie. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont apparaître. Et le tout, c'est d'arriver, je dirais, à saisir l'opportunité qui se présente. Alors, revenons à ce salon, le salon OSE, premier du genre, je le disais. Comment va-t-il s'organiser? Qui est concerné? Alors, il est ouvert à tous. On a voulu un public large parce que nous avons des thématiques à plusieurs étapes de l'entreprise, aussi bien donc pour le porteur de projet que de l'innovation. On a vu le sujet. Ça peut être aussi sur le développement de l'entreprise, des entreprises qui sont déjà créées ou en création d'entreprise. Il y a une des choses, un message que je voudrais faire passer, c'est que souvent les gens pensent qu'avec un financement, ils peuvent créer, ils peuvent monter une affaire. Non, le financement vient au bout de la chaîne. Il y a tout l'accompagnement et c'est pour ça que nous avons une mortalité aussi grande dans les entreprises parce qu'on ne structure pas, on ne conçoit pas, on ne construit pas son projet comme il faut. C'est comme si vous prenez votre maison, vous dites du moment que j'ai le financement, je vais faire ma maison. Vous ne savez pas sur quel terrain, vous ne savez pas quel matériau, vous n'avez même pas vu un architecte pour faire la maison. Et c'est cette expérience que donc vous allez partager avec les futurs chefs d'entreprise qui se rendront au salon donc demain, jeudi et vendredi. Oui, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais dire que nous avons aussi sur des partenaires comme la CDC, mais qui nous accompagnent. Nous avons les chambres consulaires, nous avons les communautés d'agglomération. Enfin, tous sont là aujourd'hui, le RSI, la CGSS, tous sont venus, les experts, l'ordre des experts comptables, tous sont venus pour vraiment porter l'information pour que les entreprises puissent, je dirais, trouver réponse à leurs interrogations et à leurs besoins. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le salon OSE, c'est donc demain, jeudi et vendredi. À Madiana. À Madiana, au Palais des Congrès de Madiana. Merci beaucoup. Merci. Dans le reste de l'actualité, en Guadeloupe, des résidents propriétaires depuis des années, mais finalement, ils ne l'étaient pas sur le papier. Aujourd'hui, ils refusent de payer les sommes demandées. Les faits se déroulent dans la commune de Sainte-Rose. Éric Rayapin, Jean-Marie Mavouzi. L'absence de titre de propriété à la cité Charles-Gabriel de Sainte-Rose, une anomalie juridique qui dure. Elle est peut-être l'une des plus anciennes en Guadeloupe. D'abord constituée de logements sociaux il y a plus d'une cinquantaine d'années, plus de 70 habitants ont payé terrain, puis terrain et maison, sans avoir aucun titre de propriété. Car à l'époque, l'affaire était sous la houlette de la mairie. Aujourd'hui, ils sont plusieurs dizaines à réclamer une reconnaissance de leur foncier. Regarde-moi des titres de propriété, moi. C'est ça, j'ai payé. Parce qu'on a payé. Pas de douanier, pas de cadre, pas de terre, pas de douanier, j'ai payé. Nous payons terrain là par la perception, et puis ils font cas en l'air, ils nous payent cas là par la SATEC. Et puis, c'est arrivé comme ça, mais nous ne pouvons pas tenir pont acte de propriété, parce que pour titre de propriété, parce que les 54 pages géométriques a dit c'était à eux. Effectivement, certaines parcelles sont sur les 50 pages géométriques, mais la méthode de l'agence pour régler la situation est contestée. Parce que c'est les administrés nous constater qu'il n'y a ni en flux, ni un certain nombre d'actions, de régularisation qu'il y a fait pour les coquins au niveau de l'agence des 50 pages géométriques, et il y a acheté moun avec case sans que moun Sainte-Rose savent ça. Visée également dans cette affaire la municipalité de Sainte-Rose. Elle se dit toujours disponible pour régler globalement ce dossier et invite les différents partenaires à faire preuve de patience. On découvre un dossier. Il faut que nous puissions rencontrer le Conservatoire du Littoral, ce que d'ailleurs nous avons fait hier. Il faut rencontrer les services fiscaux, il faut rencontrer l'État. Il y a plusieurs partenaires engagés dans ce dossier-là. Donc, c'est un dossier qui prendra du temps. Personne ne sera lésé parce qu'il faudra y aller au cas par cas. Parce qu'il y a divers cas. Tous les cas ne sont pas pareils. Donc, personne ne sera lésé. Nous sommes là. De toute façon, nous sommes là pour apporter. C'était un engagement de campagne électorale aussi. On avait dit que les problèmes du foncier, on y allait. Mais après, c'est la méthode, dans la méthode qu'il faut que nous puissions trouver une cohésion, une concertation pour qu'on puisse le faire ensemble. La mairie de Sainte-Rose promet une réunion d'approche assez rapidement entre riverains et les différentes administrations concernées. Le pont de l'Oyapock, bientôt opérationnel en Guyane. Il relie la Guyane donc au Brésil. Des travaux sont en cours. Voici son reportage. Le pont de l'Oyapock attendait depuis 2011 ses premiers usagers. C'est désormais chose faite. Le premier à se présenter au poste douanier est le maire de la commune de Saint-Georges. Il franchit le pont. Quelques minutes plus tard, côté brésilien, les autorités simulent les contrôles de routine. Un premier passage attendu de longue date.
Je suis un petit peu la mémoire de ce pont. Parce que lorsque Jacques Chirac est arrivé à Saint-Georges avec le président Cardozo, j'étais là. Et ensuite, j'ai accueilli Nicolas Sarkozy et Lula pour le démarrage de la construction. C'est une grande avancée pour le Brésil, principalement pour notre commune, malgré l'épineux problème des piroguiers qui me préoccupe vraiment. Vous savez, ce sont des chefs de famille qui risquent de perdre leur emploi, mais en même temps, je suis contente en tant que représentante des citoyens d'Oiapoque. En tant que maire, c'est une grande satisfaction que les touristes puissent venir chez nous, à Oiapoque avec leur voiture. Côté brésilien, la douane est en travaux, mais pour l'exercice, tous les fonctionnaires sont en alerte. Tout est mis en œuvre pour ouvrir cette année. On espère qu'avant le mois de juillet, on commence à travailler ici, effectivement. C'est-à-dire que tous les bâtiments soient complets et qu'on puisse avoir des fonctionnaires dans tous les secteurs. Les élus constatent sur le terrain l'avancée des travaux. La traversée de ce pont est un symbole fort pour les autorités des deux pays. Je pense que c'est la consolidation, le symbole définitif de cette coopération entre le Brésil et la France, avec un impact très positif, surtout pour la relation entre la Guyane et l'État de l'Amapá. De mon point de vue, j'ai vraiment la certitude qu'on va fêter cela dans le futur. Je pense que c'est une expérience très concluante qui nous montre qu'on nous sommes prêts de part et d'autre. Avec un petit accommodement pendant quelques temps pour la partie brésilienne qui demande aux touristes qui se présenteront d'aller à Oiapoque faire les formalités douanières tant que le poste de douane n'est pas totalement terminé. Comme Saint-Thomas, beaucoup veulent voir pour croire à cette ouverture prochaine du pont de l'Oiapoque. Pourtant, elle semble imminente. Dans l'Hexagone, maintenant, le plan grand froid a été lancé dans certaines régions car la vague de froid s'insinue. C'est aujourd'hui le jour le plus froid. La solidarité s'organise alors. Un propriétaire de bureau vide a ouvert gratuitement ses portes, du chauffage et puis surtout une chaleur humaine. Manuel Tissier. Dans les rues de Reims, le froid est encore mordant ce matin. Parmi les quelques 220 sans domicile fixe de la ville, certains ont dormi dehors, d'autres ont eu plus de chance. Je te sers un chocolat, Angie, c'est ça, hein? Nicolas et Jérémy ont droit à un petit déjeuner après une nuit au chaud. Zaya Nouri et son association ont trouvé cet hébergement gratuit grâce à un bon samaritain tombé du ciel la semaine dernière lorsqu'elle a vu chuter les températures. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester insensible à ça, quoi. Donc, je suis allée sur mon PC et j'ai lancé un SOS. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et il était même pas 10h le matin. 4 heures après ce message, un promoteur immobilier offre pour quelque temps des locaux vides en plein centre-ville. C'est la cuisine et les toilettes. Depuis vendredi dernier, 4 sans-abri sont accueillis dans ces anciens bureaux tout équipés. Le bienfaiteur, qui souhaite garder l'anonymat, a changé la vie de ces jeunes gens, au moins provisoirement. Ça s'écarte, ça revient chaud. Ça fait plaisir, ça fait un moment quand on ne prend pas un déjeuner chaud le matin, ça fait du bien. Moi, j'ai passé une très bonne nuit. Je dormir sur un matelas. Ouais, ça fait du bien. Pas bien fou, même. Je sais pas, il doit avoir une 50aine d'années, il se planque tout le temps là. Retour la nuit dernière dans la rue. Il est 23h, il fait moins 10 degrés. Zaya Nouri et son équipe sillonnent la ville pour repérer des SDF en danger. Parce qu'il fait vraiment froid et j'ai pas envie qu'on m'appelle pour me dire qu'on en a retrouvé un congelé sur un trottoir ou sur un banc ou dans une cave ou je sais pas quoi. Dans la maison du centre-ville, les hôtes sélectionnés par l'association savourent un repas chaud et la chance d'avoir croisé ce donateur anonyme. Ouais, c'est des moments qui font plaisir à passer avec tout le monde. Et voilà, c'est des petits moments, on se retrouve entre nous aussi. Dehors, on n'avait pas de chauffage, il n'y avait pas tout ça. Là, on a quand même le chauffage, il y a l'eau pour les chiens, même pour nous. C'est du bien de revoir un regain d'humanité, en fait. Ça fait plaisir. Et puis là, je crois que c'était vital. Pour Nicolas, Jérémy et leurs compagnons, ce refuge inespéré restera ouvert au moins 3 semaines, jusqu'à la fin du plan grand froid.
La terre a encore tremblé en Italie, il n'y a pas eu de victimes. En août et octobre dernier déjà, certaines régions avaient été évacuées. Mais ce tremblement de terre a touché des millions de personnes. Écoles et entreprises ont d'ailleurs été évacuées. Le Vendée Globe, après 79 jours en mer, les premiers sont attendus demain à La Rochelle. Armel Lecléache et Alex Thomson sont en tête. Une fin de tour du monde haletante car les deux leaders sont à quelques mètres l'un de l'autre et les supporters sont déjà là. Grégory Naboulet. À la lumière de ce froid matin d'hiver, ceux qui vivent au bord de l'eau ont franchement de quoi voir la vie en rose. Les quelques promeneurs parmi les mouettes confirment qu'au Sable d'Olonne, c'est encore le calme avant la grande fête. Armel Lecléache et Alex Thomson sont attendus demain, mais ici, on n'oublie pas les marins. Pour moi, ce sont des surhommes parce que vraiment, ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Revoir la famille, les enfants, ça doit être important. Hein. Normalement, Cléache, mais bon, ça va être limite quand même. Non, mais si, parce qu'il va être beaucoup plus, il va être beaucoup moins près du vent. Quand ils vont virer, ce sera bon. Ce sera bon, c'est un régatier. C'est vrai que cette fin de Tour du Monde prend des allures de régate. À peine 60 km séparent les deux skippers, filmés hier soir par la Marine nationale. Avantage, Lecléache, qui sauf accident, a toutes les chances de remporter ce 8e Vendée Globe. Pourtant, sur les pontons, son papa fait les 100 pas. Pour lui, ces dernières heures sont aussi longues que ses nuits sont courtes. Bon, oui, on dort un petit peu quand même, mais c'est pas facile. C'est vrai que le stress est assez intense quand même. La tension monte, évidemment. Bon, il reste encore 24 heures à peu près, 24-36 heures, et puis ce sera bien, j'espère. Demain, des dizaines de milliers de spectateurs accueilleront le marin, et certains sont en avance. Ouais, on est arrivé en avance parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils allaient aller plus vite que prévu, on ne sait pas. Hein. Puis bon, mieux vaut être en avance qu'en retard. Il y a une ambiance à part, quoi. Vous avez envie de saluer le premier d'entre eux? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Selon les toutes dernières estimations, Armel Lecléache devrait franchir la ligne d'arrivée demain entre 16h et 20h. Retour chez nous avec le Martinique Qatar Raid, 4e édition qui se déroulera du 22 au 28 janvier. 36 équipages seront au départ au Robert, dont 10 Martiniquais, aux côtés des compétiteurs venus de l'Hexagone, d'Allemagne ou encore des USA. Le raid s'adresse à des marins professionnels ou amateurs confirmés. Ce sera un spectacle encore plus spectaculaire cette année. On écoute à ce sujet Loïc Léopold, l'organisateur de cette course. C'est le Martinique Qatar Raid, organisé par le club nautique Wind Force du Robert, et qui se court cette année en 6 étapes. Avec donc raid parce que ce sont des parcours qui sont longs. Par exemple, la première étape qui va partir du Robert pour arriver aux Anses d'Arlès, c'est quand même près de 40 000 nautiques. Alors vous avez un nouveau bateau qui participe cette année? Alors nous avons une nouvelle catégorie cette année, sur les Fly Phantom. Ce sont des bateaux qui sont sur foil, donc qui sortent de l'eau, comme beaucoup de nouveautés. Pour ceux qui suivent la voile, en tout cas l'America's Cup, etc., ce sont des bateaux qui sont de ce type-là et qui évoluent à presque 2 fois la vitesse du vent. Donc des bateaux rapides. Des bateaux qui volent quasiment. Des bateaux, oui, quand on a l'impression qu'ils volent sur l'eau, en fait, parce qu'ils reposent sur très peu de choses dans l'eau et ce sont des bateaux qui vont vraiment très vite. C'est pourquoi vous n'allez pas au Cap Nord cette année, vous n'allez pas. Cette année, nous avons fait cette particularité-là de ne pas faire le tour du Grand Nord, puisque le tour du Grand Nord, on ne voulait pas prendre de risques avec cette catégorie, que nous appelons de nos voeux à être pérennisé, je dirais, dans notre manifestation. Donc on fait un test cette année avec 4 bateaux. Ce sont des bateaux qui sont très spectaculaires. Évidemment, Martinique Première vous fera vivre cette compétition. Hier soir, l'USAC a confirmé sa 4e place au classement au Hall Pélière-Donatien. L'équipe s'est imposée face aux Golden Stars, 70-56. Les Goldenistes enregistrent là leur 5e défaite de la saison. Patrick Jeanquito. En bleu, le Golden Star Basketball. 8e, 4 victoires, 4 défaites. En face, l'USAC, 5 victoires, 4 défaites. 2 clubs foyalais à la recherche d'une nouvelle victoire pour ce derby. D'entrée, l'USAC épose son rythme avec ses anciens. Travailleurs, l'aventure Rémire, ils baladent les Goldenistes et prennent la partie en main. Les protégés de Steve Souchette font mieux que se défendre avec un grandisson en action. On est une équipe très jeune, la moyenne d'âge c'est 20 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont là pour apprendre, pour continuer à évoluer dans le championnat.
on progresse. De retour sur le parquet, les Étoiles d'Or se montrent agressifs dans le bon sens du terme et ça marche. Combat amical et un contre fulgurant du Golden Star. Rakil, en bon capitaine, ramène son équipe à 7 points de l'USAC. 6 touchettes, recadre ses garçons. Ne sois pas loin de la raquette. D'accord, je veux que tu sois tout près de la raquette. Allez les garçons, on y va. Ça joue bien, très bien au Golden. Et les supporters de l'USAC tremblent. Ce n'est pas le cas de leur entraîneur Fabrice Sivat. Il reste imperturbable. Les Goldenistes font feu de tout bois. La réussite est là. Mais au final, l'expérience de l'USAC paye et l'emporte 70-56. Golden Star USAC, c'est un derby. Et nous sommes une équipe en construction. Donc effectivement, le Golden Star, on y tenait. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de pertes de balles. On a raté beaucoup de paniers faciles. Donc bon, je pense qu'on a ce qu'on mérite en fait. Parce qu'on ne peut pas gagner un match avec si peu de réussite. Ce soir, autre mise à jour du calendrier en élite homme. À suivre à Corridon, Intrépide, Sporting Club, Lamantinois. Et c'est la fin de ce journal. Parmi les titres développés, agressions répétées dans les bus, les chauffeurs sont à nouveau la cible. Dernière agression verbale hier au Lamentin. Dans ce journal, ils ont expliqué leur quotidien. Prochain rendez-vous d'info 18h43 avec Serge Billet. Très bel après-midi, à demain.